Marwan, c'est un jeune garçon qui a 22 ans ou 24 ans. 25. Qui ne travaille pas, qui habite dans le département de l'Oise. Il vit avec ses parents. C'est un garçon gentil, c'est un garçon serviable. Et aux alentours du 20 septembre, il part passer quelques jours chez un de ses copains, un de ses amis, qui s'appelle Jérémy. D'accord. Lequel Jérémy habite à Saint-Germain-les-Arpajons. D'accord. Dans le 91. Ok. Et à partir de là, on n'aura plus ou quasiment plus de contact avec Marwan. En tout cas, la famille aura très peu de contact avec Marwan. Il appelle, on sait qu'il borne à Saint-Germain-les-Arpajons. Son téléphone, le 23 septembre, est à Saint-Germain-les-Arpajons. Et on saura ensuite, on le voit physiquement, je crois, le même jour, le 23, par la vidéosurveillance de la ville. Alors, quelle était sa relation avec la personne qui l'hébergeait? C'est quoi l'histoire? Alors, ils étaient a priori très amis, ils se voyaient de loin en loin, mais ils s'étaient rapprochés ces derniers temps. D'accord. Parce qu'à l'origine, Jérémy est originaire aussi de l'Oise, et donc ils se sont vus à cette époque-là. Alors, pendant ces quelques jours, il se passe quoi? Alors, pendant ces quelques jours, on ne sait pas très bien à ce moment-là ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que les parents de Marwan vont signaler sa disparition à la gendarmerie de Senlis le 1er octobre. Bon, il a 22 ans, c'est entre guillemets un grand garçon. Donc au départ, on s'inquiète pas trop. Et puis, le temps passe et évidemment, les parents s'inquiètent, signalent sa disparition à la gendarmerie, qui prend l'affaire très au sérieux tout de suite. Par la famille, les gendarmes savent connaissent l'existence de Jérémy. Et donc, ils vont s'intéresser à Jérémy, mais en même temps, ils n'ont pas le cadre juridique qui... Ils font quoi pendant ces quelques jours? Parce que c'est quoi cette affaire de drogue? C'est quoi? Alors, Jérémy est un gros consommateur et accessoirement un dealer d'une drogue de synthèse. C'est les nouvelles drogues, c'est le 3-MMC. Alors ça, c'est une drogue explosive qui est un mélange. Elle produit les effets elle cumule les effets de la coke, de l'ecstasy et de la kétanine. D'accord. La kétanine étant un médicament pour traiter les anesthésies des chevaux. Donc, c'est quelque chose de très dur. Et visiblement, ce garçon, Jérémy, fonctionnait à ça, organisait des soirées chez lui à Saint-Germain-les-Arpajons où il vivait en colocation avec une jeune femme. Et il faisait des soirées, musique, un peu technival. Alors, Marwan est alors victime de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Marwan, de ce que je sais, est devenu petit à petit le souffre-douleur de Jérémy, qui avait un comportement complètement transformé par les drogues qu'ils absorbaient. Je précise que Jérémy est un garçon de bonne famille. Ses parents sont divorcés, mais c'est des gens bien. Et Jérémy a sombré complètement dans cette consommation de drogue qui transforme totalement sa personnalité. Et il a joué Orange Mécanique à lui tout seul. On parle de torture, d'actes de barbarie. C'est ça? Oui, ça a été ultra violent. Alors, j'ai pas les détails, si vous voulez. Et puis, j'ai la tante en face de moi. Alors, justement, Zakia, vous êtes la tante de la victime. Si vous nous rejoignez à 20h52, on parle de cette affaire. Et de Marwan, qui avait disparu. Il avait disparu fin septembre. Et là, on a appris le dénouement tragique de cette affaire. Pourquoi il était parti, Marwan? Il est parti voir des copains, tout simplement, comme un jeune adulte de 24 ans à l'aube de ses 25 ans. Oui. Et il était parti passer quelques jours chez un ami. Vous saviez qu'il allait chez ce Jérémy qui mais il l'a dit à ses parents, mais on ne savait pas qu'il consommait des drogues dures comme ça. Ses parents étaient au courant parce que Marwan disait tout à sa famille. C'était pas quelqu'un de fermé chez lui. Vous avez appris quand la disparition de Marwan? En fait, on savait pour nous, il était chez un copain. Et après, comme je vous dis,
il est adulte. Donc, si notre neveu ou notre enfant ne nous appelle pas pendant 2 jours, on ne s'inquiète pas forcément parce qu'on se dit, il est avec tes copains, on ne va pas... Voilà. Et on a commencé à s'inquiéter Enfin, sa famille a commencé vraiment à s'inquiéter quand, le 29 septembre, il devait fêter ses 25 ans. D'accord. Et déjà, la veille, on n'avait pas de nouvelles, et quelques jours avant. Et là, le 29, quand vraiment... Nos anniversaires, chez nous, c'est important. On est très famille et c'est un jour important, surtout un quart de siècle. Donc là, pas de nouvelles, messagerie, toujours pas de nouvelles. Donc là, l'inquiétude, elle est montée d'un cran. Et là, les parents commençaient à appeler les copains avant quand même d'alarmer la gendarmerie. On essayait de joindre les copains, les amis, l'entourage. Vous avez rapidement soupçonné les individus chez qui ils dormaient ou pas du tout? Bah oui, enfin, je sais pas qu'on a soupçonné, mais c'est que c'était les seules personnes qui l'ont vu. C'était le seul qui l'avait vu à ce moment-là. Et Marouane, c'était pas quelqu'un qui avait pour habitude de disparaître. C'était la première fois. C'était pas un fugueur. C'était pas. Il n'avait pas de problème personnel ou professionnel. Vous avez essayé d'appeler les gens chez qui il était? Mon beau-frère a essayé de joindre... Donc le père de Marouane? Oui. D'accord. A essayé de joindre l'ami chez qui il était. Rien? Non, rien. Il lui a dit qu'il était parti le lundi 26 en direction de Barbès pour réparer un téléphone cassé. Mais nous, ça nous paraissait bizarre qu'on aille réparer un téléphone alors que Marouane, il était parti que pour quelques jours. Il n'avait pas d'affaires sur lui, il n'avait pas sa carte bleue, il n'avait pas tout ça. Donc, et il ne connaît pas Barbès. Ce n'est pas des quartiers qu'il fréquente. Alors, le corps de Marouane a ensuite été retrouvé, déplacé à nombreuses reprises, hein, c'est ça? Alors oui, ça c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Officiellement, il est mort le 24 septembre. Tous les témoignages... Des suites de quoi il a été étranglé. Alors, est-ce qu'il a été pendu? Est-ce qu'il a été étouffé? En tout cas, il a... après, les causes de la mort, c'est ça, c'est la strangulation. Et après avoir donné la mort à Marouane... Jérémy va faire absolument n'importe quoi avec le corps de ce garçon. Tout d'abord, il va le mettre dans une chambre de l'appartement. Ensuite, il va le dissimuler déjà dans un ascenseur. Il faut préciser qu'il travaille dans une société d'ascenseurs, donc il a les clés pour... Jérémy travaille dans une société d'ascenseurs et donc il a les clés pour ouvrir ça. Et donc il a déposé le corps en un premier temps dans un ascenseur. Ensuite, pour des raisons olfactives, il va l'enlever de là, le mettre dans la voiture de sa colocataire. Ensuite, il trouve une cave du côté des Ulysses. Et là, pour les mêmes raisons, il va falloir qu'il retire. Le corps est dans une valise scotchée. Et il va rester finalement dans le coffre de la voiture pendant plusieurs jours. Jérémy part travailler avec le corps dans le coffre de sa voiture. Enfin, c'est hallucinant cette histoire. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que l'ami en question, Jérémy, serait même proposé de faire les recherches avec la famille. C'est ça, un maître? Non, c'est Jérémy. Oui, Jérémy, oui, ça. Oui, il se serait proposé de faire les recherches avec vous. Alors moi, Cyril, déjà, je voudrais vous préciser que ce que je viens d'entendre de Michel, nous ne sommes pas au courant de tous ces détails-là. D'accord. Donc, mon intervention et notre intervention ce soir, elle n'est pas de venir vous donner et peut-être répondre à une soif de curiosité morbide de la part des téléspectateurs. Elle est de plusieurs ordres. Alors, déjà de vous dire, et la famille tient à cela, de remercier, et à un moment, à l'heure où l'on parle de réforme de la police nationale, de dire et de remercier aux enquêteurs dans le cadre de cette procédure-là, avec leur abnégation, avec leur sagacité, d'être arrivés jusqu'à la découverte du corps de Marouane et ensuite l'identification puis l'interpellation des auteurs présumés. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième motivation de la présence de Zakia ce soir, c'est de dire que ça n'est que le début et que, si la découverte du qui a fait ça est indispensable, est un préalable indispensable, ça n'est évidemment pas suffisant.
Et donc la famille attend beaucoup de l'institution judiciaire. Elle attend qu'elle réponde à un certain nombre de questions, et notamment le pourquoi, par exemple. Parce que les investigations qui vont être amenées et les questions que se pose la famille, et notamment une question principale pour la mère, parce qu'il va falloir que le juge d'instruction, dans le cadre de ces investigations, vienne dire à la mère et vienne lui expliquer pourquoi on lui a enlevé son petit ange, comme elle a dit. Et un certain nombre d'autres questions, et Michel a commencé à y répondre. Il est journaliste et il peut en toute facilité violer le secret de l'instruction. Pour ma part, je ne peux pas vous donner de détails et ça n'est pas l'objet de mon intervention. Bien sûr. Maître et Zakia et Michel, il y a une question qu'on se pose à chaque fois quand il arrive des drames comme ça. Est-ce qu'il aurait pu être évité, ce drame? Est-ce qu'il était connu des services de police, ce Jérémy? Jérémy, à ma connaissance, n'était pas connu des services de police. En revanche, pour répondre à votre question, est-ce que ce drame aurait pu être évité? J'ai envie de vous répondre oui. Parce qu'il y a un moment dans la soirée où Marouane est encore vivant, mais déjà victime de nombreux coups. Il y a 2 témoins, des gens de la Seine-Saint-Denis, qui tentent de s'interposer. Et face à la furie de Jérémy, ont préféré battre en retraite. Ils ont quitté la soirée et ils n'ont pas prévenu la police. C'est incroyable, ça. S'ils avaient prévenu la police, peut-être que Marouane serait encore vivant. Zakia, vous connaissiez cet élément, hein? Oui, je le savais depuis. J'avais eu vent de cet élément. Et donc, ils n'ont même pas prévenu la police, ils sont rentrés tranquillement chez eux, sachant qu'il y avait un drame qui jouait. Écoutez, oui, c'est ce que j'ai comme information. Bon, maintenant, on est dans un milieu très particulier de gens qui se mettent des mines grâce à ce produit dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui n'est en aucun cas une circonstance atténuante, on est bien d'accord, mais c'est pour vous planter le contexte. Aujourd'hui, on a entendu Nabil El Chikli, l'avocat de la famille. Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui ? Comme je vous disais, Cyril, l'objectif d'une procédure judiciaire, il y a un horizon pour chaque magistrat instructeur qui est celui de la manifestation de la vérité. Parce que, voyez-vous, dans quelques mois, dans peut-être quelques années, il va y avoir le procès. Et la famille a un certain nombre de questions, parce qu'avec la découverte de Marouane, grâce aux enquêteurs, ils ont pu peut-être enclencher ce long processus qui sera interminable, qui est celui du deuil. Mais maintenant, on veut répondre à toutes ces questions-là. Et ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle prenne ce dossier au sérieux, que les investigations soient menées avec sérieux et que, on se donne les moyens de répondre à toutes les questions qui sont légitimes. C'est-à-dire, et je vous disais tout à l'heure, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces semaines, avec l'aide de qui l'auteur présumé ou les auteurs présumés ont pu dissimuler un cadavre. Michel Marie, ce qu'on dit, c'est qu'apparemment, il ne serait peut-être pas tout seul, Jérémy. Jérémy était avec sa colocataire, qui est d'ailleurs incarcérée, mise en examen et incarcérée. Il y a 2 mises en examen de 2 personnes incarcérées, c'est Jérémy et sa compagne. Il y aurait pu avoir d'autres personnes ou pas? Nous sommes aux prémices de cette instruction. Et comme je vous le disais, avec l'aide de qui a pu l'aider à dissimuler? Est-ce que c'est dans son entourage? Déjà, parce que la médiatisation de ce dossier, elle a été initiée par la famille de Marouane. Et ma présence ici, Cyril, parce que je n'ai pas l'habitude de venir sur les plateaux et j'aime à penser que le procès, une procédure judiciaire, elle se gère par l'institution judiciaire, mais force est de constater que dans ce dossier-là, ça a porté ses fruits, des témoignages, et que ça continue au quotidien, et des personnes les contactent, et nous sommes en collaboration avec les enquêteurs pour peut-être aider l'enquête. Voilà l'intérêt aussi, parfois, de la médiatisation d'un dossier. Gilles. Il y a, en plus des 2 suspects, il y a eu 6 autres personnes interpellées. Et il faut savoir qu'ils ont mis sur l'affaire 8 enquêteurs chevronnés de la police judiciaire d'Évry qui hallucinent de l'ultra-violence quand ils ont découvert le corps. Ils expertisent 5 scènes de crime pour savoir où Jérémy aurait tué Marouane. Et ils pensent qu'il peut y avoir un réseau derrière parce qu'ils l'ont
arrêté grâce à une écoute. À un moment, ils ont mis tout le monde sur écoute. Il avait fui près de Rouen, donc il pense à une organisation. Il pense effectivement à un périple sordide avec potentiellement le corps, comme disait Michel, caché partout. Et il est mis en examen pour assassinat. Donc assassinat, ça induit la préméditation possible. Donc vraiment là, on est aux prémices d'une véritable enquête et peut-être d'une filière démantelée. Zakia, vous êtes la tante de la victime, comme je l'ai dit il y a un instant. Quand vous entendez tout ça, quand vous savez ce qu'a pu subir Marwan, vous pensez forcément à c'est votre sœur, c'est la Oui, je pense à ma sœur, la douleur. Dans la famille, vous êtes dans quel état d'esprit là? Dans la famille, on est effondrés. Ça fait 2 mois qu'on se bat pour avoir des nouvelles. Ça fait depuis le 1er octobre qu'on cherche Marwan, qu'on essaie de trouver des pistes. Vous aviez un espoir de le retrouver vivant? Au début, bien sûr, même si on se dit qu'on n'a plus d'espoir, c'est pas vrai. On a toujours l'espoir de le retrouver vivant, même à l'hôpital, même n'importe où, même mal en point, mais pas mort. Même si on se dit on va le trouver mort, c'est pas vrai. On n'est jamais prêt à entendre ça. Et surtout pas dans ces circonstances-là. Et ça a duré 2 mois. Et c'est trop. C'était 2 mois de trop. Quand vous avez appris que, je vous dis, les tortures qu'il a pu subir, on le dit, hein, voilà, c'était extrêmement violent. Votre sœur, sa maman, elle a pris ça comment? Elle va pas bien, comme une mère qui... Elle a envie de savoir la vérité, ma sœur veut savoir ce qui s'est passé réellement. Depuis quand, comment, ma sœur, elle se pose 1001 questions. Elle veut savoir pourquoi. Pourquoi le présumé coupable aurait fait ça? Pourquoi... Est-ce que Marwan lui parlait de Jérémy qui... Est-ce qu'il lui disait des choses sur lui? Non, pas plus que ça. Jérémy, c'était pas un ami d'enfance. D'accord. Il a son noyau d'amis d'enfance, vraiment. C'était pas du tout Jérémy. C'était un ami, c'était un copain d'il y a quelques années. Ils habitaient pas loin l'un et l'autre. Et ils se revoyaient depuis très peu. Et Marwan ne fréquentait pas des rave parties ou quoi que ce soit, comme on a pu l'entendre. Marwan... C'est ça qui vous a blessé aussi parce Mais non, il y a plein de choses. C'est pas que ça, parce qu'en soi, on a perdu notre fils. On s'en fout de ce que les gens disent. Mais un minimum de respect pour la mère, le père, la famille, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui sont fausses, mais voilà. Gilles et Michel, c'est vrai que pas mal de choses qui ont été entendues sur Marwan, et on se met à la place de la famille des victimes. Qu'est-ce qui a été dit? Alors, voilà. il est devenu le souffre-douleur de Jérémy, et on a dit parfois, on a sous-entendu qu'il pourrait être mêlé à ce trafic ou cette consommation de drogue. Ce qui, à ma connaissance du dossier, est faux. C'est-à-dire qu'il est allé effectivement chez cet ami pour une soirée à Arpajon et il a été victime d'un déchaînement de violence. Peut-être d'ailleurs que ce n'était pas le premier déchaînement de violence parce que visiblement cet homme était manipulateur et aurait pu en faire en quelque sorte une victime récurrente. Voilà. Donc on a accusé à tort Marwan d'être potentiellement mêlé à ça a extrêmement peiné la famille en plus de la douleur. Déjà qu'on perd un fils, un frère, un neveu. Oui. En plus on le salit. Déjà qu'on ne peut pas se recueillir sur un corps parce que c'est plus possible. Et en plus de ça, on le salit. Nous on ne peut pas entendre ces choses-là quotidiennement. C'est pour ça que nous, on veut que justice elle soit faite. On veut que les coupables y payent. Et même si ça ne nous le rendra pas et ça ne nous enlèvera jamais le chagrin. Et ce ne sera jamais assez pour nous. Mais on veut que justice elle soit faite et que Marwan il puisse reposer en paix. Et là, pour nous là, la chose principale, c'est de pouvoir l'inhumer dignement et l'emmener au Maroc pour l'enterrement, dès qu'on pourra. Michel, c'est une histoire complètement incroyable. Aujourd'hui, Jérémy et sa compagne, ils sont où? Ils sont en prison. Ils sont mis en examen. Ils ont avoué? Ils ont dit quoi alors? Alors ils ont avoué, mais ils n'ont pas avoué la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Quelles sont les deux versions? La première version, la version de
la version de Jérémy, quand il est interpellé en Normandie, il reconnaît rapidement avoir une responsabilité dans la mort de Marouane. Il dit quoi ? Il indique comment ? Il dit quoi exactement quand il... J'y viens. Et il indique l'endroit où se trouve le corps. Ce qui était le principal pour les enquêteurs de la police judiciaire d'Évry, c'était de retrouver le corps. Donc, ensuite, une fois que ça a été réglé, il y a eu de longues auditions. Lui, en gros, il dit que Marouane est devenu fou à un moment donné, qu'il aurait pris un couteau et qu'il aurait menacé sa colocataire. Et qu'il a voulu défendre, que Jérémy a voulu défendre sa colocataire et qu'il aurait, à ce moment-là, attrapé Marouane et il l'aurait étranglé. Il n'y a qu'un problème dans cette version, c'est que la colocataire dit absolument pas ça. Elle dit mais pas du tout. Il l'a tué lentement dans un espèce de rituel sadique et je vais pas plus loin. Mais que il avait véritablement l'intention de lui donner la mort. Donc je vois pas pourquoi cette femme inventerait cette version. Donc a priori, je pense que on verra l'instruction, effectivement, le confirmera certainement, mais a priori, ça s'est passé comme ça. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais je dirais que c'est vrai que les enquêteurs ont vu que le Marouane avait été roué de coups, longuement torturé sans doute, ce qui induit effectivement une volonté au cours de plusieurs heures de mutiler puis d'assassiner quelqu'un. Voilà. Donc, pour eux, vraiment, Jérémy a tout fait pour tuer Marouane sans qu'il y ait au préalable de prise de couteau, d'attaque de Marouane. Voilà. C'est un déchaînement de violence absolument terrible. Même les enquêteurs, qui sont des enquêteurs expérimentés, hallucinent devant cette ultra-violence. Maître, aujourd'hui, donc l'enquête avance bien, comme vous l'avez dit. Vous allez avoir vos réponses à vos questions, comme vous dites, assez rapidement, vous pensez ? Assez rapidement, il y a déjà un certain nombre d'investigations qui ont été réalisées et un certain nombre de questions auxquelles nous avons trouvé des réponses. Évidemment, dans le cadre d'une procédure criminelle, eh bien, les premiers temps de l'enquête, les premiers temps de l'ouverture d'informations sont absolument fondamentaux parce qu'après, il y a un risque de déperdition des preuves, il y a bien, une enquête sur laquelle on se penche un peu moins. Et oui, ça a bien avancé. Les informations et les détails qui me sont donnés là par Michel, eh bien, je n'y ai pas accès. Je suis, pour vous le dire en toute transparence, assez frappé de voir comment dans une procédure judiciaire, un journaliste a des informations avant même la partie civile, l'avocat de la partie civile, qui est eh bien, partie à la procédure. Alors il y a deux obstacles à cela. Pour que je ne puisse pas vous révéler un certain nombre de faits. D'abord, c'est que je suis soumis et tenu par le secret de l'instruction. Mais le second, c'est que la partie civile, dans le cadre de notre procédure pénale, eh bien, n'a pas accès au dossier tant qu'elle n'est pas auditionnée par le juge d'instruction. Voilà pourquoi, avant quelques jours, voire quelques semaines, eh bien, moi, ces détails-là que Michel vient de donner, je ne suis même pas en capacité de les donner à la famille de Marouane. Zakia, vous êtes la tante de la victime. Qu'est-ce que vous auriez à dire ce soir ? Ce soir, j'aimerais dire que je parle au nom de ma famille, qu'on est peiné de tout ça et qu'on ne sait pas si on se relèvera. Honnêtement, c'est dur. Dans un cauchemar. En fait, on ne pense pas vivre ces choses-là. On le voit à la télé, dans vos émissions, et on a suivi la petite Lola et ça nous a touchés. Pourtant, on était en deuil à ce moment-là. Et découvrir quelques semaines après que Marouane, il était aussi dans une valise et pendant plus longtemps, malheureusement. Là, la seule chose qu'on veut, c'est que la justice elle soit faite, que les coupables y payent, mais qu'ils s'en sortent pas comme ça. Parce que ça nous le rendra pas, mais c'est un minimum pour nous. Et Marouane, vendredi, et on va célébrer ses obsèques à Aulnay-sous-Bois, à la mosquée, le vendredi. Ensuite, on l'emmènera au Maroc pour l'enterrer
Et au moins qu'il repose en paix. Et nous, on continue le combat, on n'arrêtera pas. Merci. On n'arrêtera pas.